Le 25 mars 2026, des pompiers à Nice défoncent une fenêtre. L'appartement est fermé à clé de l'intérieur. C'est un voisin qui a appelé. Il ne voyait plus la femme du dessus depuis des jours. Les pompiers entrent. Et ce qu'ils trouvent à l'intérieur, ça va te glacer le sang. Une femme, par terre, morte, depuis 12 jours. 12 jours dans cet appartement. Seule. Et à côté d'elle, son chien. Titi, mort aussi. Le petit chien qui était le seul être vivant avec elle dans cet appartement, il est mort aussi. Parce que personne n'a ouvert la porte pendant 12 jours. Personne n'a frappé. Personne n'a demandé si ça allait. Le chien a attendu que quelqu'un vienne. Et personne n'est venu. Et le chien est mort d'attendre. Et personne, pas un ami, pas un producteur de télé, pas un chroniqueur, pas un membre de sa famille, personne n'avait remarqué que cette femme avait disparu. Sa propre mère n'avait plus de nouvelles depuis décembre. Décembre. Ça fait 3 mois sans nouvelles de ta fille et tu n'appelles pas les pompiers? Ses amis, 1 mois sans nouvelles environ. Et c'est un voisin, un simple voisin qui finit par s'inquiéter. Mais cette femme, 25 ans plus tôt, 11 millions de Français, la regardaient. Tu entends ce chiffre? 11 millions. C'est plus que la population de la Suède. C'est plus que la population du Portugal. 11 millions de personnes collées devant leur écran pour la regarder, elle en direct un soir de juillet 2001. Elle remontait les Champs-Élysées le lendemain. Tu sais qui remonte les Champs-Élysées en France? Les joueurs de l'équipe de France quand ils gagnent la Coupe du Monde, c'est tout. Et Loana Petrucciani, gogo danseuse de boîte de nuit à Cannes, 23 ans, a remonté les Champs-Élysées. Elle avait 250 000 euros en poche, une villa à Saint-Tropez estimée à 460 000 euros. Jean-Paul Gaultier, le plus grand couturier français, la voulait comme mannequin. Un appartement de 90 mètres carrés dans le 16e arrondissement de Paris. Le 16e. Tu sais ce que c'est, le 16e? C'est le quartier le plus cher de Paris. Tu regardes par la fenêtre, tu vois la tour Eiffel. Son prénom, tout le monde le connaissait. Loana. Et M6 a gagné 30 millions d'euros grâce à elle. 30 millions. Et Loana a touché 250 000. Fais le calcul. Pour chaque euro que Loana a reçu, la chaîne en a gardé 120. Tu imagines ça dans ta vie? Tu vas au boulot demain matin. Tu travailles 8 heures. Et pour chaque euro qu'on te donne à la fin de la journée, ton patron met 120 euros dans sa poche, tu accepterais ça? Non. Personne n'accepterait ça. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et ces 250 000 euros que Loana a reçus, disparus, volés par son ex-compagnon et par sa propre mère. Sa propre mère a donné ses codes de carte bleue à l'homme qui l'a frappé pour qu'il vide ses comptes. À la fin, il lui restait 10 000 euros sur 800 000. Et elle vivait du RSA, 600 euros par mois. C'est même pas un loyer à Nice, c'est même pas tes courses du mois si t'as 2 enfants, c'est même pas ce que tu dépenses en essence en 2 mois. Et l'homme qui lui a volé son argent, c'est le même qui l'a frappé, pendant 4 heures, sans s'arrêter une seule minute. 30 hématomes, un toutes les 8 minutes. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle avait mis un coupe-ongle rouillé dans sa trousse de toilette. Un coupe-ongle. 30 hématomes pour un coupe-ongle. Elle hurlait par les fenêtres ouvertes pendant 4 heures, et personne n'est la venue. Exactement comme personne n'est venu pendant 12 jours en mars 2026. Et sa fille. Parce que Loana avait une fille, Mindy, née avant le loft, avant la gloire, avant l'argent, avant tout. Confiée à l'aide sociale quand Loana avait 20 ans. Et cette fille, devenue adulte, devenue mère à son tour, n'a jamais laissé Loana voir sa petite fille. Jamais. Elle ne l'a pas laissé la voir. Pas une seule fois. Et le pire dans tout ça, ce n'est pas sa mort. Ce n'est pas l'argent volé. Ce n'est pas les coups. Le pire, c'est ce qui s'est passé 13 mois avant sa mort, sur un plateau de télévision, en direct, devant des millions de personnes. Loana est venue en raconter qu'elle avait été violée, pendant 10 heures, et elle n'arrivait plus à parler. Les mots ne sortaient en plus. Le traumatisme avait pris sa voix, et un chroniqueur en direct lui a dit « Vous le faites exprès de parler comme ça ?» Et quand tu vas entendre ce qui s'est passé sur ce plateau, tu vas comprendre pourquoi Benjamin Castaldi, le présentateur du Loft Story, celui qu'il avait lancé 25 ans plus tôt, a écrit après sa mort. On est tous un peu responsables. Mais ça, je te le garde pour tout à l'heure. Commente un seul chiffre. 12. Le nombre de jours que Loana a passé morte dans son appartement sans que personne le sache. Et je te raconte tout. Cannes, Côte d'Azur, 1977. Père qui travaille dans une station-service. Mère au foyer. Loana grandit entre Cannes, Golfe Rouen et Grasse avec son frère, et derrière les murs de l'appartement familial, c'est l'enfer. Père alcoolique, violent, inceste. Mère dépressive partie quand Loana avait 11 ans,
Père parti quand elle avait 16, à 17 ans, Loana est seule. Pas de parents, pas d'argent, pas de diplôme, pas de filet de sécurité, rien. Et une amie lui dit « Viens danser dans les boîtes de nuit de Nice. Go-go danseuse, les clubs de la Côte d'Azur, la nuit, les paillettes, les strings, les hommes qui regardent et qui pètent pour regarder. » Pendant 5 ans, de 18 à 23 ans. Elle dira plus tard dans son portrait de présentation du Loft « Je véhicule une image grande, blonde, sexy. Mais en réalité, je suis timide, réservée, pudique, 5 ans de club, 5 ans de nuit, et à 20 ans un bébé. » Mindy. En est le 21 janvier 1998 à Antibes. Loana n'a rien. Pas de logement stable, pas de revenus stables, pas de famille. Le père du bébé a disparu. Elle confie Mindy à l'aide sociale. La petite est placée en pouponnière, puis en famille d'accueil, pendant 7 ans. Loana dit qu'elle va revenir la chercher quand elle aura de l'argent. L'argent viendra, beaucoup d'argent, très vite. Mais Loana ne viendra pas, et Mindy attendra. Jour après jour, année après année, garde ça en tête. Parce que cette fille revient plus tard, et quand elle revient, c'est le moment de cette vidéo qui va te faire le plus mal. Avril 2001, M6 lance Loft Story. Tu te rappelles de l'ambiance? Tout le monde en parlait. À la machine à café, dans les cours de récré, dans les dîners de famille. Personne ne savait ce que c'était, la télé-réalité. Personne n'avait vu ça en France. Et M6 débarque avec un concept venu des Pays-Bas, Big Brother, adapté par une jeune productrice, Alexia Laroche-Joubert. Le concept, on prend 11 inconnus, on les enferme dans un loft de 225 mètres carrés avec un jardin et une piscine, on installe 26 caméras partout, dans les chambres, dans la salle de bain, dans la cuisine, et 50 micros et on filme tout, absolument tout, 24 heures sur 24, pendant 10 semaines. Les candidats n'ont aucun contact avec le monde extérieur. Le public vote par téléphone pour éliminer les candidats. Le couple gagnant reçoit une maison à Saint-Tropez. 13 000 personnes ont envoyé leur candidature. 13 000 Français prêts à être filmés jour et nuit pendant 2 mois et demi. 7 psychanalystes ont évalué les candidats. Un psychiatre a vérifié s'ils pouvaient se résister à 10 semaines d'enfermement. Et parmi les 11 sélectionnés, il y a une blonde de 23 ans qui danse dans les boîtes de nuit de Cannes et qui a une fille placée à la DASS dont personne ne sait rien. Une fille qui a déjà fait 2 tentatives de suicide. 2. Les psychanalystes l'ont évaluée, le psychiatre l'a validée, et personne n'a dit « stop ». M6 a mis 69 millions de francs sur la table pour produire l'émission. Un pari colossal. Et dès le premier soir, le 26 avril 2001, c'est gagné. 5 millions de téléspectateurs. Benjamin Castaldi présente. Les 2/3 des jeunes de 15 à 25 ans qui regardent à la télé ce soir-là sont sur M6, la moitié des ménagères aussi, et ça monte chaque semaine. Est-ce que tu te rappelles de la scène de la piscine? Ah, bien sûr que tu t'en rappelles, tout le monde s'en rappelle. 2 jours après le lancement, le 28 avril 2001, Loana et Jean-Édouard sont dans la piscine du Loft. Ce qui se passe est s'étofilmé par les 26 caméras. M6 ne montre que le baiser dans le résumé du lendemain. Mais le site internet de M6 est piraté, la vidéo complète fuite en ligne, et en quelques heures, la France entière en parle. En 2001, avant les réseaux sociaux, avant YouTube, avant Twitter, avant les smartphones, la vidéo circule par email, par les forums, par les chats. Paris Match fait sa couverture. La ministre de la Famille accuse M6 de proxénétisme. Des manifestants jettent des poubelles devant le siège de la chaîne à Neuilly-sur-Seine. Le patron de TF1 publie une tribune dans Le Monde pour attaquer M6. Et les audiences, elles montent. Plus il y a de scandales, plus les gens regardent. Mais est-ce que tu sais ce qui s'est passé juste après la piscine? Ce détail que personne ne mentionne? Jean-Édouard, le mec avec qui c'est arrivé, il l'a rejeté. Le lendemain matin, devant 26 caméras, devant des millions de personnes, il regrette, il la repousse, publiquement. La fille de 23 ans qui vient d'avoir le moment le plus intime de sa vie filmé et diffusé partout, elle est repoussée en direct. Et personne ne coupe les caméras. Personne ne dit « on arrête, on lui laisse de l'espace, on la protège ». Non. Parce que le rejet en direct, ça fait de l'audience. Et l'audience, c'est de l'argent. Et pendant que cette scène fait le tour du pays, pendant que les Français débattent à la télé et à la radio, pendant que les politiques donnent leur avis, pendant que Paris Match publie les photos, Loana est enfermée dans le loft. Elle ne voit pas les journaux, elle ne voit pas les débats. Elle ne sait pas que Paris Match a révélé l'existence de sa fille Mindy.
Elle ne sait pas que le pays la traite de fille facile. Elle ne sait pas que des manifestants jettent des poubelles devant la chaîne. Elle ne sait rien. Elle est dans 225 mètres carrés, sous 26 caméras coupées du monde. Et le monde la dévore sans qu'elle le sache. La productrice dira des années plus tard: les choses ont basculé pour Loana quand l'existence de sa fille a été révélée dans la presse. Elle était sous le choc, elle se sentait trahie par ses proches. Tu sais ce que M6 a montré de Loana le premier soir? Son portrait de présentation. Le premier plan de ce portrait, c'est un zoom sur sa poitrine. Le deuxième plan, c'est ses fesses. Donc la voix off dit: Loana a 23 ans depuis 5 ans, elle est gogo danseuse. Seins, fesses. Et après seulement, on entend Loana dire qu'elle est restée timide et pudique. Mais c'est pas ça que la France retient. La France retient les seins et les fesses. Dès le premier soir, Loana n'est pas une personne. C'est un corps à regarder, à commenter, à juger. Et elle le restera pendant 25 ans, jusqu'à la mort. Maintenant, les audiences du Loft. Et c'est là que tu vas comprendre pourquoi personne n'a protégé Loana. Parce que quand tu vois les chiffres, tu comprends que Loana ne valait rien pour eux en tant que personne. Elle valait des millions en tant que produit. Accroche-toi. Le 10 mai 2001, un prime time du Loft réunit 11 millions de téléspectateurs. Plus de 37% de part de marché. M6 bat TF1. C'est du jamais vu. Le 22 mai, un simple résumé quotidien fait 6 millions de téléspectateurs avec 37% de part de marché. Sur la cible des 15-24 ans, la part de marché monte jusqu'à 85%. 85. 4 jeunes sur 5 qui regardent la télé à ce moment-là regardent le Loft. Sur les ménagères de moins de 50 ans, la part de marché dépasse les 60%. M6, la petite chaîne, bat TF1, le mastodonte. Le prix du spot de pub de 30 secondes pendant le Loft passe de 73 000 à 230 000 francs. Plus que triplé. En 10 semaines, les recettes publicitaires de M6 grâce au Loft dépassent les 350 millions de francs. C'est environ 55 millions d'euros. À ça, tu ajoutes 40 millions de francs en SMS et appels téléphoniques des téléspectateurs qui votent. 15 millions en abonnement au canal dédié sur TPS. Donc le magazine Loft Story, la chanson Up and Down qui se vend à plus d'1 million d'exemplaires et qui estanque le tube de l'été 2001. Tous les produits emploient dérivés. Le bénéfice total de l'opération Loft Story saison 1 est estimé à 200 millions de francs, 30 millions d'euros, en 10 semaines, grâce à 11 inconnus enfermés dans un loft, et surtout grâce à une scène dans une piscine, et surtout grâce à une blonde de 23 ans. 5 juillet 2001, finale, 5 heures de direct, 7 300 000 téléspectateurs en moyenne, 49,6% de part de marché, 64% des ménagères, et un pic à 11 700 000 téléspectateurs à 23h10, au moment exact de l'annonce de la victoire de Loana et Christophe. Record absolu dans l'histoire de M6. Le lendemain, Loana remonte les Champs-Élysées. Et combien Loana a touché pour tout ça? 1 500 000 francs. 250 000 euros. 0,8% du bénéfice total de l'émission. Pour chaque euro dans la poche de Loana, M6 en met 120 dans la sienne. Avec ses 250 000 euros, Loana fait la seule chose intelligente de sa vie financière. Elle achète un appartement. 90 mètres carrés dans le 16e arrondissement de Paris, à 2 pas du Trocadéro, vue sur la Tour Eiffel, le quartier le plus cher de la capitale. Son livre « Elle m'appelait Miette » se vend à 100 000 exemplaires en quelques semaines. Son single « Comme je t'aime » entre dans les charts à la 18e place. En 2002, Gaultier l'engage comme mannequin pour son défilé. Elle crée sa propre ligne de maillots de bain et de vêtements pour la chaîne La Halle. En 2003, elle coprésente une émission sur M6 avec Stéphane Rothenberg. En 2007, elle lance son eau de parfum, simplement appelée Loana. Entre les gains du Loft, le livre, les singles, les contrats publicitaires, les apparitions télé, les produits à son nom, Loana gagne environ 800 000 euros au total en quelques années. C'est le sommet. Le pic absolu, 250 000 euros de gains du Loft, 460 000 euros de villa à Saint-Tropez. 100 000 livres vendus, mannequin pour Gaultier. Appartement de 90 mètres carrés dans le 16e avec vue sur la Tour Eiffel. Parfum à son nom. Émission à la télé. La France entière connaît son prénom. Et à partir d'ici, la pente ne remonte plus. Jamais. Plus un seul jour de montée. Que de la descente. Pendant 25 ans. Tu crois que c'est l'histoire d'une femme qui a tout claqué en soirée, en shopping et en fête? Non.
C'est l'histoire d'une femme à qui on a tout pris. Et maintenant, je vais te montrer exactement qui a pris, comment et combien. Attends, parce que ce qui suit, c'est pire que ce que tu imagines. Et je ne parle pas de la drogue, je ne parle pas de l'alcool. Je parle d'un homme qui s'appelle Fred Covin. Et je parle de la propre mère de Loana. Avant de te parler de Fred Covin, il faut que tu comprennes ce qui s'est passé entre 2002 et 2013. Parce que Loana ne passe pas du sommet à l'enfer en un jour. C'est une chute lente. 11 ans de chute lente. Et à chaque palier de cette descente, il y a quelqu'un qui prend un morceau d'elle. Un producteur qui arnaque, un manager qui frappe, un petit ami qui séquestre, un médecin qui prescrit trop de médicaments, et personne, jamais personne, qui protège. 9 tentatives de suicide. Dont Loana l'a dit elle-même, 9 fois. 9 fois, elle a essayé de mourir. 2 avant le Loft. Ce qui veut dire que la production de Loft Story a sélectionné, parmi 13 000 candidatures, après évaluation par 7 psychanalystes et un psychiatre, une femme qui avait déjà essayé de mourir 2 fois. Et ils l'ont enfermée pendant 10 semaines sous 26 caméras, dans un huis clos télévisé vu par des millions de personnes. Est-ce que quelqu'un s'est dit « peut-être qu'on devrait la protéger ?» Non, parce que le casting parfait pour la télé-réalité, c'est une fille fragile, belle, attachante, qui pleure devant les caméras. La vulnérabilité fait de l'audience, la souffrance fait des clics, et Loana était la candidate parfaite. Parce que Loana souffrait pour de vrai. En 2006, Loana participe à Je suis une célébrité, sortez-moi de là sur TF1, d'eau dans la jungle brésilienne. Elle finit sur 3e. C'est la dernière fois de sa vie qu'elle apparaît à la télé et qu'on la traite comme une personne. Comme quelqu'un qui a un prénom, une dignité, des sentiments. Après 2006, chaque apparition télévisée de Loana est une exhibition de sa souffrance, une mise en spectacle de sa douleur, parce que sa douleur est un produit, sa chute fait de l'audience. Et il y a toujours un plateau, toujours un animateur, toujours une production prête à la recevoir pour lui demander de montrer ses cicatrices devant des millions de personnes. En 2007, une chaîne la retire de la présentation d'une émission parce qu'elle n'est plus en état de travailler. Son état physique et psychologique s'est dégradé. La même année, elle lance son parfum. C'est la dernière chose qu'elle crée de sa vie. Après ça, Loana ne lance plus rien. Loana survit. Février 2009. Elle est retrouvée par une amie, semi-inconsciente dans sa baignoire dans son appartement parisien. La porte est entr'ouverte, fracture du nez, hématome sous les yeux, contusion, des griffures qui montrent un violent affrontement. Elle dit d'abord qu'elle a été agressée par 2 hommes. Mais quand la police l'interroge, elle ne confirme pas. Elle dit ne pas se souvenir. Elle mentionne juste une dispute avec son petit ami. 15 jours d'hôpital. Et un ancien camarade du Loft, Stevie, déplore dans une émission que Loana ne soit entourée que de losers, de gens bizarres, de camés. Et que l'homme qu'elle avait pris comme manager était le même qu'elle accusait de l'avoir frappée dans son propre livre. Les gens autour de Loana ne la protègent pas. Ils la consomment. En juillet 2009, admise aux urgences pour un lavage d'estomac. Mars 2010, tentative de suicide. Janvier 2012, tentative de suicide. Tu comptes ? Parce que moi, je compte. Et chaque date, c'est un cri que personne n'a entendu. Hospitalisée en unité psychiatrique à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Son poids, 120 kilos. Elle confie aux Parisiens. Ces 3 dernières années ont été difficiles. J'étais devenu un vrai fantôme. Le producteur de mon album m'a arnaqué. Et j'ai été maltraité, séquestré, violé par un petit ami. Et dans un magazine, j'ai été violé par 3 hommes, dont un quand j'étais enfant. Certains de mes ex m'ont aussi frappé. Tu entends cette liste ? Violé enfant, battu par son père, abandonné par sa mère, violé adulte, séquestré, arnaqué, frappé par des compagnons. 9 tentatives de suicide. Et pendant tout ce temps, les magazines publient des photos d'elle en maillot de bain pour commenter son poids. Est-ce qu'elle a grossi ? Est-ce qu'elle a maigri ? Est-ce qu'elle est devenue putain méconnaissable ? C'est ça le traitement qu'on lui réserve. On regarde son corps, on commente son poids, et on ne voit pas que cette femme est en train de mourir à petit feu devant nos yeux. Noël 2013, le soir du réveillon. Loana mélange alcool et médicaments. 2 jours en réanimation. Elle a 36 ans. Et c'est cette année-là, cette année terrible, qu'elle rencontre Fred Covin. Fred Covin, agent immobilier. Plus jeune qu'elle, il a 27 ans. Loana en a 35. 8 ans de différence. Tu connais ce schéma ? L'homme charmant au début, attentionné, prévenant, les belles phrases, les regards qui donnent envie d'y croire, les promesses, que l'amour qu'on attendait depuis toujours.
Et puis, petit à petit, si doucement que tu ne le vois pas venir, l'emprise, le contrôle. Il vérifie ton téléphone, il décide qui tu vois, il critique tes amis, il te dit que sans lui, tu n'es rien. Et un jour, les coups arrivent. Et après le premier coup, les mots je reviennent. Pardon, je ne le ferai plus, c'est parce que je t'aime trop. Et tu y crois, parce que tu as besoin d'y croire. Et les coups reviennent. Et à chaque cycle, c'est pire. Loana dira en février 2021 sur un plateau de télé. J'ai fait une tentative de suicide à cause de lui en 2013. J'étais amoureuse de lui. C'est un pervers narcissique. J'étais sous son emprise. Et c'est à cause de lui que j'ai fait 120 kilos avec l'alcool. La relation officielle dure jusqu'en 2015 ou 2016. Mais les allers-retours continuent. Les ruptures et les réconciliations. Le cycle de la violence conjugale. Il part, il revient, elle le reprend, il frappe, il part, il revient avec les belles phrases, elle le reprend. Fred Covin a quelques mois de sursis et une mesure d'éloignement. Mais quand la mesure expire, il revient, avec les plus belles phrases qu'on puisse entendre, les phrases qu'on veut entendre quand on est seul, quand on n'a personne d'autre. Et Loana le laisse revenir, à chaque fois. 28A 2020, 2 jours avant le 43e anniversaire de Loana. Un anniversaire qu'elle prépare depuis des mois. Elle a prévu une fête avec ses amis. Elle en rêve. Et ce soir-là, Fred Covin la frappe, pendant 4 heures. Sans s'arrêter une seule minute, 30 hématomes, sur les bras, sur les jambes, sur le visage, sur les pieds, partout, pendant 4 heures. La raison, un coupe-ongle. Elle avait mis un coupe-ongle rouillé dans sa trousse de toilette. Un coupe-ongle rouillé. 30 hématomes en 4 heures, tu sais ce que ça fait? Un hématome toutes les 8 minutes. Pendant 4 heures d'affilée, fais-toi un chrono de 8 minutes sur ton téléphone, regarde combien c'est court, et imagine-toi qu'à chaque bip, tu reçois un coup. Pendant 4 heures, pendant que tu regardais tranquillement une série un soir d'été, quelque part dans le sud de la France, une femme de 43 ans se faisait frapper toutes les 8 minutes. Loana n'a pas pu faire sa fête d'anniversaire. Elle n'a appelé personne pour annuler. Ses amis n'ont pas compris pourquoi elle ne répondait plus. Et elle ne leur a pas dit. Parce que le lendemain de la raclée, elle se maquillait. Elle mettait du fond de teint pour cacher les cocards. Et quand elle a fini par poster une vidéo quelques jours après son anniversaire, les gens ont remarqué qu'elle avait une voix bizarre. Ils se sont demandé si elle se droguait, si elle prenait trop de médicaments. Et Loana s'est tue, pendant 3 semaines. Et puis le 17 septembre 2020, elle a craqué. Elle a publié les photos de son corps sur Instagram. Les hématomes partout. Des bleus qui ont viré au marron parce qu'ils dataient non de 3 semaines. Et un texte long, un cri écrit en majuscules. Je commence à en avoir marre de vos spéculations, de lire partout que je me drogue, que je prends trop de médicaments, que je ne vais pas bien. Eh bien oui, je ne vais pas bien. Et je vais montrer pourquoi. Et sa description des faits, j'étais aphone à force d'avoir hurlé « Arrête de me frapper durant 4 heures ». Un enfer que je n'avais jamais vécu. D'une telle violence que j'aurais préféré mourir. Je me cachais dans toutes les pièces, les coins, en priant qu'il s'arrête. Je lui disais même oui lorsqu'il me disait que j'étais une connasse, pour qu'il soit content. Et cette phrase, mes fenêtres étaient entouvertes. Personne n'est venu. 4 heures de cris, fenêtres ouvertes, dans un immeuble, avec des voisins. Et personne n'a frappé à la porte. Personne n'a appelé la police. Personne n'est venu. Le même silence que celui de mars 2026. Le même vide, la même indifférence. Et après les photos, Fred Covin nie tout. Il dit aux journalistes que Loana se drogue du matin au soir. Il dit qu'il a des photos d'elle en train de consommer, qu'il les a prises pour se couvrir. Et il les partage avec la presse. Les photos intimes d'une femme en train de consommer des substances prises par l'homme qui l'a frappée, publiées dans les magazines. La technique classique de l'agresseur, détruire la crédibilité de sa victime, la faire passer pour folle, pour droguée, pour fabulatrice, pour que personne ne la croie. Et la télé? La télé l'invite, pas Loana. Fred Covin, l'homme accusé de violence conjugale, est invité sur le plateau de Touche pas à mon poste pour donner sa version. En prime time, devant des millions de téléspectateurs. L'agresseur parle, la victime regarde depuis son téléphone. Et il dira même, en interview, elle avait pris trop de drogue, elle était excessive. C'est sa justification. Elle avait trop consommé, donc il l'a frappée. Et Loana ne porte pas plainte pour les coups. L'emprise. Elle dira plus tard qu'elle a été conseillée par la police de porter plainte, mais elle n'a pas pu, pas su, pas osé, parce que l'emprise, c'est exactement ça. C'est quand tu sais que tu devrais parler et que les mots ne sortent pas. Mais les coups, c'est pas le pire que Fred Covin a fait.
Le pire, c'est l'argent. Et pour l'argent, il a eu une complice, la propre mère de Loana. Février 2021, TPMP. Loana est invitée, elle les est apparue amincie, différente, et elle dit le chiffre. Je n'ai pas tout cramé, je n'ai rien dépensé, on a tout cramé à ma place. Ce million est rentré dans les poches de mon ex et de ma mère. Elle donnait mes codes de carte bleue à mon ex pour qu'il puisse les dépenser. Elle faisait ça par méchanceté. Il me reste 10 000 euros sur 800 000. 10 000 euros sur 800 000. La mère de Loana, la même mère qu'il avait abandonnée à 11 ans, la même mère qui était partie quand Loana était enfant, cette mère-là a donné les codes de carte bleue de sa fille à l'homme qui l'a frappée. Et ensemble, ils ont vidé ses comptes. Loana a porté plainte contre les deux. Elle dira aussi « on s'entendait bien avant ». Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai essayé de discuter avec elle. Elle me dit que ce n'est pas vrai. Mais il me reste 10 000 euros sur 800 000. L'argent ne ment pas. Rappelle-toi le ratio. M6, 30 millions. Loana au total, 800 000. Fred Covin et la mère, 790 000 prix. Loana à la fin, 10 000. La femme qui a généré 30 millions pour une chaîne de télé est repartie avec 10 000 euros. Après 20 ans. Après 9 tentatives de suicide. Après des viols. Après 4 heures de coups. 10 000 euros. C'est même pas le prix d'une voiture d'occasion. L'appartement de 90 mètres carrés dans le 16e, vendu. Par nécessité. Le seul investissement intelligent qu'elle avait fait, le symbole de sa réussite, l'appartement avec vue sur la tour Eiffel, vendu parce qu'elle n'avait plus les moyens. Tu sais combien vaut un 90 mètres carrés dans le 16e aujourd'hui ? Plus d'1 million d'euros. Si quelqu'un avait protégé Loana, si quelqu'un avait empêché Fred Covin et sa mère de vider les comptes, cet appartement l'aurait mise à l'abri pour le reste de sa vie. Mais personne ne l'a protégé. Personne ne protège jamais Loana. Après Paris, c'est la descente vers le sud. Vence, puis Nice, et en 2022, le RSA, le revenu de solidarité active, environ 600 euros par mois, le minimum social français. La femme qui remontait les Champs-Élysées, la femme que Gaultier voulait comme mannequin, la femme que 11 millions de Français regardaient, elle vit du RSA. Et en 2022, elle est hébergée chez sa mère. La même mère, celle qui a donné les codes de carte bleue. Finalement, c'est Alexia Laroche-Joubert, la productrice de Loft Story, celle qui a lancé l'émission qui finit par payer un appartement à Nice pour Loana. Loana le confirme dans « Voici en octobre 2024. Elle me paye le loyer le temps que je me remette en forme. Elle m'a fait un bel appartement, elle s'occupe bien de moi. La productrice qui a créé la machine qui a broyé Loana paye maintenant le loyer de la femme que la machine a broyée. 25 ans plus tard. En 2024, Amazon sort Culte sur Prime Video. Une série de fiction sur les coulisses de Loft Story. Des actrices joignent Loana dans des décors reconstitués. Des millions de gens regardent. C'est un succès. Et la vraie Loana, à Nice, dans un appartement qu'elle ne paye même pas, regarde la série. Elle dit « Je la déteste, mais elle me représente bien. » Tu crois que c'est le fond ? Tu te trompes, parce que maintenant, je vais te raconter le moment le plus honteux de l'histoire de la télévision française. Le moment où tout le système s'est dévoilé. Le moment où la machine a montré exactement ce qu'elle est. 5 février 2024. C8. Touche pas à mon poste. Heure de grande écoute. Cyril Hanouna présente. Loana est invitée. Elle a 46 ans. Un voisin de Nice dira après sa mort, elle avait 48 ans, mais ces derniers temps, elle semblait en avoir 90. L'émission commence par une vidéo de présentation. On voit les déboires de l'invité. Et puis Loana entre sur le plateau. Et ce qu'elle vient raconter dépasse tout. En septembre 2023, à Vence, elle promenait son chien vers minuit. Un homme qu'elle connaissait, qu'elle avait croisé en soirée 5 ou 6 fois, l'invite à boire un verre chez lui. Il habite à 50 mètres. Elle accepte. Et ce qui suit dure 10 heures. Un viol de 10 heures. Imagine-toi ça. Tu vas sur un plateau de télé en direct, devant des millions de personnes, pour raconter le pire moment de ta vie. Tu es traumatisé, tu souffres d'un traumatisme crânien suite à un malaise dans la rue, et tu essaies de trouver les mots pour décrire quelque chose que les mots ne peuvent pas décrire. Et Loana essaie, elle essaie vraiment. Mais les mots ne viennent plus. Le traumatisme a pris sa parole. Elle bégaye, elle oublie des mots au milieu des phrases. Elle utilise des infinitifs au lieu de conjuguer. Elle s'excuse d'être ridicule. Elle dit « moi comme ça quand moi parlais de ça ». Son discours devient de plus en plus confus. Ses yeux se perdent, sa voix tremble.
Et tout le monde peut voir que cette femme est en état de choc, que son cerveau ne fonctionne plus normalement, que les mots sont coincés quelque part entre le traumatisme et sa bouche. Et pendant qu'elle essaye de parler, des photos de son corps couvert de bleu sont diffusées à l'écran avec un floutage léger de ses parties intimes. Et le bandeau de l'émission affiche, en gros, en couleur, viol, agression, addiction. Loana se livre en exclusivité avec un point d'exclamation. Comme si c'était une promotion. Comme si c'était le teaser d'un film. Et un chroniqueur en direct devant des millions de personnes, on se tourne vers Loana et lui dit « Vous le faites exprès de parler comme ça ? Tu entends ? Une femme essaie de raconter un viol de 10 heures. Elle n'arrive plus à aligner 3 mots à cause du trauma. » Et un homme en costume-cravate, assis dans un fauteuil confortable sous des projecteurs, lui demande si elle le fait exprès. En direct, en prime time, en France, en 2024. Et personne ne coupe. Personne ne dit stop. La chaîne ne met pas fin à la séquence, pas même de manière provisoire le temps de lui permettre de se ressaisir. Ce sont les mots exacts de l'Arcom. Hanouna continue à poser des questions. Il lui demande si elle a aussi eu la syphilis. Il lui demande si elle a failli mourir. Il lui demande les détails de son malaise dans la rue. Question après question. Pendant que Loana se noie dans ses propres mots. Devant des millions de personnes. Et combien on l'a payé pour ça ? 3 000 €. C'est Mediapart qui a révélé le chiffre. La production de Hanouna, la société H2O, a payé 3 000 € à Loana pour venir raconter son viol en prime time. 3 000 €, c'est le prix d'un iPhone. C'est le prix d'un week-end au ski. C'est le prix qu'on met sur la dignité d'une femme brisée quand on veut faire de l'audience un lundi soir. Une femme qui vit du RSA reçoit 3 000 € pour exhiber la pire souffrance de sa vie devant des millions de personnes. Et la production appelle ça de l'exclusivité. Et le lendemain, l'émission fête ses audiences. Le viol de Loana a fait du chiffre. Les tweets ont explosé. Les extraits ont circulé partout. La polémique a nourri le buzz. Et le buzz, c'est des clics. Et les clics, c'est de l'argent. Mission accomplie. L'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel en France, met ses 8 en demeure. Le motif est sans la moindre ambiguïté. Atteinte à la dignité de la personne humaine. L'Arcom dit que Hanouna et ses chroniqueurs ont continué à lui poser des questions, dont certaines étaient intrusives, malgré sa situation manifeste de profonde détresse, que la chaîne ne pouvait pas ignorer la vulnérabilité de Loana, que la diffusion de ce témoignage en direct à 1 heure de grande écoute précédée d'une vidéo qui ne parlait que de ses déboires, c'était un manquement grave aux obligations de la chaîne. C8 se défend, Loana avait donné son consentement. Le Conseil d'État confirme la sanction 1 an plus tard, en avril 2025. Et la réponse est limpide. Le consentement d'une personne vulnérable ne suffit pas à justifier un traitement humiliant ou attentatoire à la dignité humaine. Point final. SUI perdra sa fréquence hertzienne le 28 février 2025 après avoir cumulé 7,5 millions d'euros d'amende. Et quand Loana meurt, 13 mois après cette émission, Hanouna apprend la nouvelle en direct sur W9 dans sa nouvelle émission Tout beau tout neuf. Il dit « On apprend en direct un drame ». Et puis il raconte une anecdote. Elle m'avait appelé en me disant « Je veux bien venir sur le plateau, mais j'ai perdu toutes mes dents. J'ai fait intervenir un pote dentiste en urgence. Elle m'a beaucoup remercié ensuite. Elle avait perdu ses dents. Et c'est ça l'hommage. C'est ça l'anecdote qu'il choisit de raconter devant les caméras, en souriant. Un chroniqueur ajoute « Loana était malheureusement beaucoup dans le passé. Elle ne parlait que du passé. Comme si c'était un défaut. Comme si une femme brisée n'avait pas le droit de parler de ce qui l'a brisée. » Anna Godefroy, chroniqueuse de Quotidien, résumera tout en une seule phrase. La phrase que tout le monde devrait retenir « Ceux qui la pleurent aujourd'hui sont ceux qui riaient d'elle hier. » Et Benjamin Castaldi, le présentateur du Loft, celui qui avait lancé l'émission 25 ans plus tôt, écrit sur Instagram. La vérité, c'est que on est tous un peu responsables. Parce qu'on a tous regardé. Parce qu'on a tous commenté. Parce qu'on a tous, à un moment, détourné les yeux quand ça devenait trop dur. Elle incarnait une innocence brute dans un monde qui ne pardonne rien. Et nous, on n'a pas su être à la hauteur de ce qu'elle nous a donné. On est tous un peu responsables. Garde cette phrase, parce que c'est la conclusion de tout. Maintenant, la dernière partie. Celle qui ne fait pas de clic, qui ne fait pas de scandale, qui ne fait pas rire, qui fait juste pleurer. Et si t'es mère ou si tu connais une mère, ce que tu vas entendre va te serrer la gorge. L'histoire de Mindy. Et la mort de Loana. Mindy Petrucciani, née le 21 janvier 1998 à Antibes. Loana avait 20 ans, pas de logement,
pas de revenus, pas de famille, et le père de Mindy, Steve, ne savait même pas qu'il avait une fille. On lui avait fait croire que l'enfant était mort-né. Il ne l'apprendra que 3 ans plus tard, à l'été 2001, quand Paris Match révèle l'histoire pendant le loft. Steve avait 20 ans quand Mindy est née. Il ne savait pas. En an, Mindy est placée en pouponnière, puis en famille d'accueil, pendant 7 ans. 7 ans. Une petite fille qui grandit dans une famille qui n'était pas la sienne, qui attend que sa mère vienne la chercher, qui regarde la porte chaque jour en se demandant si aujourd'hui c'est le jour où maman arrive, et maman n'arrive pas. Mais Mindy a de la chance parce que la famille d'accueil est bonne. Elle est élevée par une femme qu'elle appelle Tata. Elle dira des années plus tard « J'ai eu la chance d'être élevée par une dame extraordinaire que j'appelais Tata, et qui était malheureusement décédée. Grâce à elle, j'ai eu une enfance heureuse malgré tout. » Ce malgré tout, il dit tout. Heureuse malgré l'absence de sa mère. Heureuse malgré le fait que Loana ne vienne pas. Heureuse malgré l'attente. En 2005, Steve, le père biologique, on retrouve Mindy et obtient la garde. La petite a 7 ans. Elle grandit avec son père à Antibes. Un cadre stable, des études normales, une vie normale. Et Loana a un droit de visite, un droit légal de voir sa fille. Et elle ne l'utilise pas. Elle l'expliquera des années plus tard, avec cette honnêteté douloureuse qui la caractérise. Je suis resté complètement borné sur le fait que je n'avais pas le droit. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais dû le faire et enclencher quelque chose. Après, les années sont passées. Je savais qu'il avait rencontré une femme, que c'était une bonne belle-mère. Ils avaient créé une vraie famille autour d'elle. Je me suis dit, peut-être par manque de courage, je ne vais pas frapper à la porte. Par manque de courage, ce sont ces mots, et ils disent donc tout sur Loana. Une femme qui a le courage de publier les photos de ses hématomes devant le monde entier, mais qui n'a pas le courage de frapper à la porte de sa propre fille, parce que la peur du rejet est plus forte que tout, parce que la honte est plus forte que tout, parce que se dire que ta fille est mieux sans toi, c'est plus facile que d'affronter la réalité de ce que tu n'as pas été. Et Mindy attend, de l'autre côté de cette porte, jour après jour, année après année, sans que Loana frappe. En 2014, Mindy a 16 ans. Elle prend une décision. Elle ne veut plus de contact avec sa mère. Le mur qui sépare Loana de sa fille, celui que Loana avait elle-même construit en ne venant pas, ce mur devient définitif. Mindy le ferme de son côté. En février 2016, il y a un bref contact. Loana et Mindy se revoient en an. Mais selon Mindy, Loana passe plus de temps à parler de son projet d'émission de relooking qu'à lui demander des nouvelles. Et ensuite, Loana disparaît de nouveau. Le schéma se répète. En juin 2016, Mindy a 18 ans, et pour la première et unique fois de sa vie, elle parle publiquement, dans le magazine Closer, et ce qu'elle dit est d'une brutalité tranquille. Je m'appelle Mindy, j'ai 18 ans. Je suis en terminale ES à Antibes, où j'ai toujours vécu. Je suis la fille de Loana, qu'elle a placée dès la naissance à la DDASS. Je me devais de rétablir certaines vérités. Je n'ai vraiment pas apprécié le fait que Loana dise ne plus pouvoir me contacter, car elle n'avait pas mes coordonnées. C'est faux. Elle les a toujours eues. Et je ne pouvais plus supporter qu'elle donne toujours le mauvais rôle à mon père, alors qu'il m'a élevé. Et cette phrase, longtemps, je l'ai attendue, en vain, jour après jour, année après année, sans qu'elle soit là. C'est elle qui rompt toujours le contact. Quand Loana parle de moi dans la presse, je ne me sens pas vraiment concerné. Nous n'avons jamais été vraiment proches. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Sa propre fille dit « je ne la connais pas ». 28 années de vie et sa fille dit « je ne la connais pas ». Loana répondra dans un livre « Jamais je n'ai accouché sous X ». J'ai laissé mes coordonnées dans son dossier. Elle n'a en rien été abandonnée au sens premier du terme. Mon projet était simple. Dès que mes économies me le permettraient, je viendrai la récupérer. Et Mindy, ce n'était pas que des mots. Longtemps je l'ai attendue, en vain. Ce n'était que des mots. 4 mots qui résument 20 ans d'absence. En juin 2017, Mindy a 19 ans. Elle a une fille, Maëlys. Loana est grand-mère à 39 ans. Mais Mindy ne lui dit pas. Loana apprend qu'elle est grand-mère par la presse des mois plus tard. Par les magazines. Pas par un appel, pas par un message, par un article dans Closer qui annonce la naissance de Maëlys. Et Mindy ne la laisse pas voir la petite fille. Pas une seule fois. Loana dira dans un magazine « C'est normal qu'elle m'en veuille. Je ne suis pas une mère exemplaire. Je n'ai pas été là à ses côtés. Je ne rêve que d'une chose, c'est de la serrer dans mes bras. Je voudrais qu'elle se dise que j'ai fait ce que j'ai pu, même si ce n'est pas ce que j'aurais dû faire.
Peut-être qu'elle comprendra. En 2024, sur le plateau de Hanouna, quelques mois avant sa mort, Loana parle de Mindy avec une résignation douce. Une voix calme, presque détachée, comme quelqu'un qui a fini de pleurer. On est très différentes. Elle n'aime pas que je sois dans le star system. Elle est plus casanière. On s'est vues plusieurs fois. Elle n'a pas voulu que je voie sa fille. Elle a voulu la garder pour elle. Mindy ne se sent pas prête. Je respecte ses choix. Elle a mon numéro. Ma porte est ouverte. Ma porte est ouverte. La même porte que Mindy n'ouvrira pas. La même porte que les pompiers défonceront en mars 2026. Et sur Instagram, quelques mois avant sa mort, Loana publie une vieille photo d'elle, tenant un bébé dans les bras. La photo date de 1998. La légende « Mon enfant contre mon cœur qui dort », c'est tellement l'un des plus beaux jours de ma vie. Le bonheur existe vraiment. Je t'aime tellement, Mindy. Et dans un livre, cette phrase « Et si tu ne retiens qu'une seule phrase de toute cette vidéo, que ce soit celle-ci, même si ma fille ne me donne pas de nouvelles, l'espoir en moi ne meurt pas. Quoi qu'il advienne, j'y croirai jusqu'à mon dernier souffle. Bien sûr, je n'imagine pas devenir soudainement une mère pour elle, mais quelqu'un qui compte, ce serait déjà si merveilleux. Revoir Mindy, juste une fois. Juste une fois. Juste une fois, revoir sa fille. C'est tout ce qu'elle demandait. Elle est morte sans que ça arrive. Et on ne sait pas si Mindy était aux obsèques. Un proche de Loana a dit à la presse qu'il irait sur Mars, sur Neptune, pour que tous ceux qui comptaient pour Loana soient réunis pour ses funérailles. Mais on ne sait pas si Mindy est venue. 25 mars 2026, Nice. Rue Gounod, numéro 56, 18h. Un voisin appelle les pompiers. Il ne voit plus la femme du dessus depuis des jours. La porte est fermée à clé de l'intérieur. Les pompiers montent une échelle. Ils passent par la fenêtre. Loana est par terre. Son chien Titi est mort à côté d'elle. Morte depuis au moins 12 jours selon sa mère. Sa mère, Violette Petrucciani, dit à Paris Match qu'elle lui a parlé tous les jours jusqu'en décembre. Après décembre, plus rien. Et en 3 mois, personne ne se déplace. 12 jours. Ce chiffre qui dit tout. 12 jours pendant lesquels la vie a continué dehors. Les émissions ont continué, les chroniqueurs ont continué à chroniquer, les magazines ont continué à publier, le monde a continué à tourner. Et au 56 rue Gounod, derrière une porte fermée à clé, une femme de 48 ans et son petit chien étaient à la mort. Et personne ne le savait. L'autopsie est réalisée le 30 mars par 2 médecins légistes experts judiciaires. Plaie superficielle du cuir chevelu, compatible avec une chute de la hauteur du corps jusqu'au sol. Échymose au niveau du dos, des lombaires et des fesses, compatible avec l'hypothèse d'une chute. Pas de fracture, pas de traces de strangulation, pas de signe de coup violent, pas de saisie. L'intervention d'un tiers est exclue. Mais la cause exacte de la mort n'est pas déterminée. Elle peut être d'origine médicale ou toxique. Les analyses d'ocrament d'escalade des prélèvements sont en cours. Certaines sources évoquent une overdose accidentelle de médicaments dans un contexte de fragilité physique et émotionnelle extrême. On ne le saura peut-être jamais exactement. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est morte seule, dans un appartement payé par une productrice de télé, avec un chien comme seul compagnon, que personne n'a remarqué son absence pendant 12 jours, et que la première personne à s'inquiéter n'était ni un ami, ni un producteur, ni un chroniqueur, ni sa mère, ni sa fille. C'était un voisin. Un voisin qu'elle ne connaissait probablement même pas très bien. C'est ce voisin qui lui a sauvé la dignité. Pas la télé, pas l'industrie, pas la France. Un voisin. Elle avait 48 ans, 23 ans d'anonymat et de galère avant le loft. 2 mois de célébrité. 25 ans à en payer le prix. Après la mort de Loana, des fans sont venus déposer des fleurs devant la porte de son immeuble à Nice. Des bougies, des mots écrits à la main, des gens qui ne la connaissaient même pas. Des gens qui se souvenaient d'une blonde de 23 ans dans une piscine, un soir d'avril 2001. Des gens qui avaient grandi avec elle, qui avaient voté pour elle par SMS, qui avaient acheté son livre, qui avaient chanté « Comme je t'aime », qu'il avait oublié pendant 20 ans, et qui venaient là maintenant de se poser des fleurs devant une porte fermée. Et quelque part à Antibes, il y a une femme de 28 ans qui s'appelle Mindy, et une petite fille de 8 ans qui s'appelle Maëlys. Et elles n'ont jamais su, vraiment su, qui était la femme qui les aimait de loin. La femme qui publiait des vieilles photos de bébés sur Instagram en écrivant « Je t'aime ». La femme qui attendait un message qui n'est jamais venu. La femme qui espérait jusqu'à son dernier souffle. La piscine. 225 mètres carrés, 26 caméras, 50 micros. Le 28 avril 2001, une blonde de 23 ans est entrée dans cette piscine. Et la France l'a regardée.
En 11 millions de personnes l'ont regardé. Le pays entier l'a observé 24 heures sur 24 pendant 10 semaines. On a commenté son corps, on a commenté sa piscine, on a commenté sa fille, on a commenté son poids, on a commenté ses drogues, on a commenté ses bleus, on a commenté son viol. Et quand les caméras se sont éteintes, quand le spectacle était terminé, quand l'audimat a baissé, quand Loana a cessé d'être un produit vendable, personne n'a regardé. Pendant 12 jours, personne n'a regardé. MC a gagné 30 millions d'euros. Pour chaque euro qu'elle a reçu, la chaîne en a gardé 120. Fred Covin et sa mère lui ont volé 790 000 euros. On l'a frappé pendant 4 heures pour un coupe-ongle. On l'a payé 3 000 euros pour raconter son viol en direct. On lui a demandé si elle faisait exprès de parler comme ça. Et sa fille ne lui parlait plus. Sa petite fille ne l'a jamais vue. Son chien est mort avec elle. Et elle vivait du RSA, 600 euros par mois. La première star de la télé-réalité française est morte avec 600 euros par mois et un chien mort à côté d'elle. Et Benjamin Castaldi a raison, on est tous un peu responsables. Parce qu'on a tous regardé, parce qu'on a tous commenté, parce qu'on a tous, à un moment, détourné les yeux quand ça devenait trop dur. Et nous, on n'a pas su être à la hauteur de ce qu'elle nous a donné. Si cette histoire t'a retourné l'estomac, envoie-la à quelqu'un. Parce que l'histoire de Loana n'est pas une histoire de télé-réalité. C'est l'histoire de ce qui arrive quand un pays entier regarde une femme tomber et que personne ne tend la main. Pas un producteur, pas un animateur, pas un chroniqueur, pas un pays. Personne. Pendant 12 jours. Et comment un seul chiffre ? 12.